Bonsoir à tous. Merci déjà à tout le monde d'être présent aujourd'hui pour cette comète. Du coup, donc ce soir, on a la chance d'accueillir Christophe Carman, qui est l'un de nos consultants chez Extia Ingénierie depuis 2 ans, très exactement. Écoute, Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour, bonjour. Donc effectivement, ça fait maintenant 2 ans que je fais partie de l'aventure Extia. Aujourd'hui, je suis en mission donc au sein de la RATP sur le prolongement de la ligne 14 pour les Jeux Olympiques de 2024. Et donc, dans ce cadre-là, je vous propose d'aborder le sujet de la distribution électrique, justement, et de savoir un petit peu comment tout ça marche. Et donc, écoutez, je vous propose d'y aller tranquillement pendant que tout le monde se connecte. Et donc, je vous présente un petit peu le sommaire. Donc, sur la partie, on va commencer tranquillement sur les notions de l'électricité, histoire qu'on parle tous un petit peu tous de la même chose et que tout le monde comprenne un petit peu le langage un petit peu particulier qui est lié à l'électricité. Ensuite, on abordera les principes de distribution, la distribution dans le monde justement du ferroviaire, qui est un monde un peu particulier, et on ira tranquillement en fin de distribution sur la partie du métro ligne 14 qui ira de Orly à Pleyel. Donc voilà. Alors, sur les premières notions d'électricité, il y a 3 grandes notions qu'on entend tous parler dans le jargon normal, c'est la tension, le courant et les puissances. Alors, on va commencer doucement par la tension. Mais qu'est-ce qu'une tension? Donc, une tension, on entend tous parler dans le milieu de tous les jours, que ce soit sur une pile, à la maison pour une lampe, etc., ou sur nos appareils ménagers. Donc, c'est en fait une différence de potentiel. Donc, c'est entre une phase et un neutre, entre un plus et un moins. Et donc, elle se mesure en volts. Donc, dès qu'on entend comme quoi quelque chose est en volts, c'est une tension. Donc, il y a trois grands domaines de tension. Donc, on a la basse tension, qui est divisée en 3 sous-parties. C'est celle qu'on appelle en fait, dans le jargon, le courant faible. Ensuite, on a la haute tension, A, qui va jusqu'à 50 000 volts. Et ce qui est au-dessus de 50 000 volts, donc là, c'est de la haute tension B. Et on va voir tout de suite, un peu plus loin, à quoi ça correspond dans le milieu de distribution. Nous avons ensuite, dans la notion d'électricité, donc le courant. Donc le petit diagramme permet de comprendre un petit peu, d'imager un petit peu la partie texte. Donc c'est le flux d'électrons dans un conducteur, dans un câble. Donc si on fait une comparaison par rapport au robinet et à l'eau, donc le robinet, ça fait partie du disjoncteur, c'est ce qui amène le courant. Le diamètre, c'est l'intensité, et la pression qui est dans le tuyau, c'est la tension. Avec les petits grains de sable, c'est les différents appareils qu'on a chez nous. On continue sur la partie puissance. J'aime bien cette image pour représenter la puissance dans l'électricité, puisqu'effectivement, on parle tous au quotidien, que ce soit pour une cafetière, pour une télé, pour un radiateur. Donc, on a 3 grandes sortes de puissance qui sont résumées dans cette chope de bière. Donc, la bière en elle-même, c'est la puissance active. C'est celle qui est en fait utile, c'est celle qui va nous faire du bien, que ce soit par exemple transformée en chaleur, en force, et qui est utilisée par nos appareils. On a la partie énergie réactive, donc c'est la mousse. C'est quelque chose qui n'est justement en fait pas visible, qui sert, on va dire, pas à rien, mais qui, au niveau, donc elle est exprimée, elle, en VAR, en volts ampères réactifs. Et en fait, la dernière, c'est la puissance apparente, donc c'est la chope en entier. Donc, quand on va au comptoir, effectivement, au complément, on a demi.
On a bien notre bière, on a bien la mousse, mais ce qu'on paye, c'est bien la totalité des deux. C'est la puissance apparente et c'est la même chose dans notre quotidien. C'est ce qu'on paye à notre fournisseur d'énergie, hein, que ce soit EDF, GDF, etc. Donc, c'est l'abonnement qu'on souscrit. Donc, c'est 3, 6, 9 kVA et ça va jusqu'à 12 en monophasé, donc phase neutre. Et ça va jusqu'à 24 à 36 kg quand on est en triphasé, donc 3 x 12. Hop, le principe de la distribution électrique. Donc, le principe de la distribution, il est résumé sur cette image. On a donc quatre segments. On a la production, le transport, la distribution, jusqu'à la fourniture d'électricité. Donc la production, ça peut être aussi bien des énergies vertes, ça peut être le nucléaire, ça peut être l'hydraulique, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la production. Une fois qu'on a produit cette énergie, on va la transporter. Donc pour le transport, il y a le RTE, c'est ce qu'on appelle le réseau de transport électrique. C'est les gros pylônes sur lesquels on voit les câbles passer et qui acheminent des tensions, ce qu'on disait tout à l'heure, donc la HTB, donc supérieure à 50 kV. En règle générale, c'est soit 225, soit 63 000 volts. Une fois qu'on arrive, qu'on a transporté cette énergie par rapport aux longues distances, on va la transformer, on va la distribuer. Donc on va la passer de HTA en HTB en HTA. Donc on va la descendre. Et ensuite, on va la transformer en 230 et en 400 volts pour nos usages domestiques pour nous, particuliers, ou en triphasé pour les entreprises qui en ont besoin et d'utilité. Donc, au niveau de la RATP et du projet donc pour le métro, le principal fournisseur transporteur, donc le RTE, distribue son énergie électrique. Donc, alors c'est peut-être un petit peu petit sur la slide de gauche, mais alors la partie rouge, c'est du 400 kV. La partie verte, c'est du 225 000. Et les petits traits jaunes, c'est le 63 kg. Donc, on a des postes sources qui sont alimentés par Enedis. Enedis redistribue aux 7 postes haute tension de la RATP, donc PHT, poste haute tension, qui alimentent, donc qui sont nés la marque Montessuite d'Enfer, Coty et Père-Lachaise, et qui vont transformer en fait cette électricité, on va voir comment, par rapport à l'usage qu'on en fait dans le métro, le tram ou le RER. Si vous avez des questions sur les termes, etc., n'hésitez pas à le poser sur le chat. Comme totalement. Ça, direct. C'est vrai que je vais un petit peu vite parce que c'est quelque chose qui est assez... ce qui est mon quotidien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi j'ai une question, Christophe, que je sais qui s'était déjà posée dans l'open space. En fait, comment tu différencies exactement, parce que là tu parles de haute tension et de basse tension, comment tu différencies dans les termes la HTBT et le CFO-CFA du coup? En fait, alors le CFO et le CFA, c'est encore différent de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est vraiment tout ce qui est haute tension. On parle de haute tension que quand c'est supérieur à 20 kg. Donc, ce que moi je suis aujourd'hui en tant que maîtrise d'œuvre énergie au sein de la RATP sur le projet de la 14, je suis maîtrise d'œuvre énergie et courant fort. Le courant faible, c'est tout ce qui est en fait de la basse tension. C'est tout ce qui est 230, 400, c'est ce qui est en sortie de transformateur en fait, pour notre usage domestique. C'est la différence entre le courant fort, le courant faible, et après toutes les ramifications et citées pour tout ce qui est informatique, etc. Donc voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Merci, ouais, parfait. Voilà.
Donc, une fois qu'on est arrivé en fait à ces différents postes haute tension au niveau de la RATP, voilà, là, je vais un peu trop vite. Donc, voici les principes d'alimentation au niveau de la traction et de l'éclairage force. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a la production qui est EDF, le transport qui est RTE, la distribution Enedis. Au niveau de la RATP, ça représente à peu près 1,4 milliard de kilowatts par an, pour se donner une idée. Donc, c'est quand même assez énorme. La répartition, on a la HTB, donc la partie 63 000 et 225 000, qui représente 76% de la consommation pour la RATP. Alors, on a au niveau de l'image, 7 PHT, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est des grands bâtiments. On verra après de quoi est composé un poste haute tension. De ce poste haute tension, on va partir avec des câbles en 15 kV. Donc on descend bien de la HTB à la HTA, avec à peu près 2000 km de câbles pour les alimentations. Une fois qu'on a passé ces câbles, on arrive dans ce qu'on appelle des PR. Les PR sont des postes de redressement. Ça fait partie de la traction. Et c'est grâce à ça qu'on va en fait alimenter à l'intérieur, en sortie de poste de redressement, les voies du métro en 750 volts. Alors je vois qu'on a une question de Jean-Louis. Concernant ce projet, dans quelle partie utilisez-vous un courant continu et dans quelle partie utilisez-vous un courant alternatif? C'est une très bonne question, Jean-Louis. Pour répondre à ta question, donc tout ce qui est avant le redresseur, c'est du courant alternatif. Tout ce qui est en sortie de redresseur, c'est le but du redresseur, de passer en fait du 20 kg ou du 15 kg en 750 volts continu, et c'est ce qui va alimenter les rails du métro. Donc voilà. Donc on a la partie poste de traction, poste redressement, et après on a en fait la partie éclairage force qui représente. Alors on a à peu près en Ile-de-France pour la partie métro et RER 210 PR. Pour la partie éclairage force, ça représente environ 350 PEF, donc poste éclairage force dessus. Et tous ces locaux énergie sont commandés par ce qu'on... Alors je pense que je ne sais pas si vous allez arriver à le voir sur la slide. C'est ce qu'on appelle le PCEM, le poste de commande de l'énergie et de maintenance. C'est lui qui supervise la totalité des installations et qui a la main en cas de problème pour garantir l'énergie sur toutes les installations. Donc, on a parlé de la partie haute tension tout à l'heure. Donc, on arrive sur la partie basse tension. Il y a la frontière entre les deux. En sortie de poste de redressement, c'est ce que je disais, on a le RER, le tram et le métro. On a à peu près 442 km de lac, donc c'est la ligne aérienne de contact, ce certains appellent la caténaire. Donc, on a, par rapport à ce que tu disais, Jean-Louis, ce que je t'ai répondu tout à l'heure, la partie 1500 volts continu et 750 volts. Donc, tram, métro, 750 et RER en 1500 continu. Pour la partie éclairage force, ça alimente en fait toutes les installations dans les stations qui utilisent en fait de la basse tension, c'est-à-dire les escaliers mécaniques, l'éclairage, la ventilation, les prises, tout ce qu'on peut trouver qui est alimenté sur du 230 ou du 380 pour certains usages. Donc pour le métro, on a 235 PEF et pour la partie RER, on a 130 postes éclairage force. Alors, comment ça se passe dans la distribution? Donc, nous avons les images qu'on a vues tout à l'heure. On arrive sur un schéma, on va dire, électrique. Donc, on a la partie haute tension transformateur. Donc, ce que je disais qui transforme
l'électricité. Alors, Joël, nous ne sommes pas en 1500 alternatifs pour le RER et nous, ça dépend. Il y a des parties, ça dépend si c'est géré par la RATP ou par la partie SNCF. Christophe, tu peux juste redire la question de Joël, du coup, ouais. Peut-être que tout le monde... Ah, voilà, parfait. Voilà. Alors, Joël, pour répondre, nous ne sommes pas en 1500 alternatifs pour le RER et nous, on continue. De ce que... Alors, c'est vrai que moi, je suis plus sur la partie métro. Pour la partie RER, il est vrai qu'on est en 1500 alternatifs, mais je pense qu'il y a des particularités sur certains tronçons qui doivent être gérés par le métro, enfin par la RATP, puisqu'il y a une frontière au niveau du RER entre la SNCF et la RATP. Et je crois qu'il y a des différences au niveau des modes d'alimentation. Mais ta question est pertinente. Donc, en revenant donc, de la source à l'utilisateur, donc on voit qu'on a la partie haute tension 63 qui passe en 15 kg. Là où il y a le petit 2, en fait, on a des artères ensuite qui alimentent soit des postes de redressement, soit des artères éclairage force. Et c'est ce qui va permettre, en fait, entre deux postes de redressement, sur l'image de droite, là où on voit PHTX, PHTY, on a deux câbles qui sont alimentés, des ouvrages qui vont être alimentés en coupure d'artère et qui vont nous permettre, en fait, en cas de problème, on a deux câbles d'alimentation, d'alimenter d'un côté ou de l'autre, de pouvoir toujours garantir l'énergie dans les postes et de ne jamais avoir de coupure en cas d'incident ou d'avarie sur un des postes. Et pour la partie traction métro RER, on a en fait des sections, ce qui permet que si on perd un poste de redressement, avec un poste à côté, on permet de ralimenter les autres sections adjacentes. La décomposition d'un poste haute tension. Donc, à l'intérieur d'un poste haute tension, on a deux arrivées, un groupe électrogène au milieu, qui permet, en cas d'avarie des deux postes haute tension, d'avoir un groupe de secours. Donc, sur la petite image en bas à gauche du groupe électrogène, c'est un moteur de bateau qui permet de faire le secours. Un ensemble, donc deux arrivées avec un ensemble blindé. Donc, sur la photo, on voit le ratio entre la personne et la taille du disjoncteur. C'est assez imposant comme local. Le transformateur en dessous qui permet de faire l'abaissement de tension. Et en fait, ensuite, on a une cinquantaine de disjoncteurs qui correspondent en fait aux différents départs sur les différents départs PR et PEF, ainsi que les différentes liaisons. Avec tout ça, bien évidemment, on a des petites armoires qui permettent de télésuperviser, de remonter toutes les informations au PCE, qui permet d'avoir les avaries et de gérer en temps réel les différents problèmes qu'il y aurait sur le réseau. Donc, ensuite, une fois qu'on est sorti du PHT, donc on a les câbles qui permettent de distribuer la tension. Donc, c'est des câbles 15 kg. Alors, à savoir qu'on a deux tensions, 15 kg pour la RATP lorsque c'est une alimentation. Et lorsqu'on est un petit peu plus loin de Paris, ce qui va être le cas sur la ligne 14, quand on va aller au niveau d'Orly ou sortir de la petite couronne, ça sera du 20 kg, puisqu'Enedis, eux, ne distribuent que du 20 kg sur son réseau. Donc, on a à peu près 2000 km de câbles, 500 km de canalisation qui sont pour la plupart installés pour 80% en pleine terre, donc sous les trottoirs. On a deux technologies de câbles. Alors, on a encore du câble papier, ce sont des câbles qui sont très anciens,
mais qui continue de tenir, qui était en fait imprégné d'huile à l'époque. Et la nouvelle technologie, maintenant, c'est des câbles, c'est ce qu'on met, c'est des câbles à isolation synthétique. Et on fait des remplacements par rapport à ça. Une liaison, donc c'est entre un PR et un PHT, c'est à peu près 5,5 km et environ 30 tronçons. Et il y a une boîte tous les 200 mètres. Donc, ça fait quand même pas mal de jonctions et donc de points de fragilisation au niveau des câbles. C'est là où on peut avoir justement des avaries suite à une canicule ou en cas de gel. Les câbles travaillent et c'est là qu'on arrive à avoir des problèmes de claquage. Le poste de redressement. Du coup, on arrive en 15 kg sur le poste de redressement au niveau des cellules d'arrivée qui sont petites. De la cellule HCA, donc c'est le même principe de distribution qu'on a eu tout à l'heure, mais à une échelle un peu plus petite. On arrive dans le transformateur. Sortie de transformateur, on passe dans le redresseur. Le redresseur arrive dans le disjoncteur, dans ce qu'on appelle un DV, disjoncteur de voie. Et derrière les disjoncteurs de voie, on va donc alimenter en fait les voies du métro. Donc c'est ce qui permet d'alimenter en continu et de faire rouler sereinement les trains. Christophe, j'ai affiché une question de Jean-Louis. Les points de jonction provoquent-ils des pertes d'énergie en plus de leur possible fragilité? Les points de jonction provoquent-ils des pertes d'énergie en plus de... Non, on ne perd pas d'énergie par rapport au câble, sauf en cas de claquage où effectivement, forcément, ils ne distribuent plus, ils font plus office de... C'est comme un gros domino en fait. Hein. Donc, effectivement, on n'aura pas de continuité de tension, mais autrement, non, il n'y a pas de perte d'énergie par rapport à ça. Après, un câble, ça reste une résistance. Hein. Le câble, lorsqu'on lui fait parcourir un courant dedans, ça chauffe, c'est une résistance. Donc effectivement, on a des perditions, un peu de chaleur, mais la tension est relativement fiable. Donc, si je ne dis pas de bêtises au niveau des hélices, les tolérances d'alimentation, c'est plus 5, moins 10 par rapport à du 230. C'est pour ça que lorsqu'on prend une tension chez nous, par exemple, on peut facilement monter à 240, 245 sans problème. Ça reste dans les tolérances des hélices. Alors, Joël, pourquoi autant de boîtes tous les 200 mètres? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, les sections des câbles qu'on utilise sont du 240 cuivre au niveau de la RATP. Les tourets sont dimensionnés à 200 mètres et qu'on n'a pas de longueur, plus importante au niveau des tourets. C'est des tourets qui sont déjà très importants au niveau encombrement et pour le déroulage, c'est déjà compliqué. Plus le fait que ça soit du cuivre pour éviter aussi pas mal de vols et de dégradation au niveau des tourets. Alors, petite question. Il y a encore une petite question de Joël. Ah. Je la mets. Il vient d'y répondre. Pardon. Je viens d'y répondre, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Non, mais donc, je vais refaire la réponse. Pourquoi tous les 200 mètres? Pour la simple et bonne raison que les tourets sont de cette longueur-là. On utilise des tourets de 240 carrés cuivre et les fabricants nous livrent que en 200 mètres. C'est des sections déjà qui sont assez importantes. Les tourets sont déjà très volumineux. Pour faire du déroulage, c'est déjà assez compliqué en ville, etc. Sans compter que, comme c'est du cuivre, il y a tout ce qui est risque de vol, etc. Donc, on ne peut pas les stocker ni rien par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on se limite au niveau de la RATP à des câbles tous les 200 mètres.
Si je fais un comparatif avec Enedis, Enedis tire des câbles 240, mais aluminium, et les longueurs, eux, peuvent aller jusqu'à 500 mètres. Donc, ils font des boîtes tous les 500 mètres au niveau de la HTR. Par rapport au poste de redressement, donc il y a deux types de postes qui sont en fait mis en place. Alors, selon les sources d'alimentation et l'implantation de la ligne, il y a un mode en T et un mode en S. La seule différence qu'il y a sur le poste de redressement par rapport au petit schéma qu'on a à droite, c'est que dans un mode en T, on a un seul disjoncteur qui fait disjoncteur général et disjoncteur de voie. Et sur un mode en S, on a un disjoncteur général et on a deux disjoncteurs de voie. Donc ça, c'est par rapport aux caractéristiques de la ligne et aux alimentations qui l'alimentent, qui font qu'on utilise plus un poste en T ou plus un poste en S. Les postes éclairage force, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous permet de délivrer du courant donc, alternatif en 230 ou en 400 sur les équipements des gares et des tunnels, ainsi que tout ce qui est contrôle-commande du système de transport avec un très haut niveau de disponibilité. Il y a à peu près 650 unités de transformation et deux grandes générations de postes. Donc on a une cellule HTA qui est composée de deux inters, un inter d'arrivée, un inter de départ. C'est ce qu'on appelle la coupure d'artère. Et on a une petite cellule, là où il y a les deux ronds bleus qui sont transformateurs, qui permettent en fait de passer de 15 kg à du 230-400. Donc 230 entre phase neutre et 400 entre phases. Pour répondre donc à la question de Jean-Louis, quel avantage ou inconvénient du câble aluminium par rapport au câble cuivre? En dehors du prix. Résistance électrique, résistance mécanique, conductivité. Alors effectivement, on va dire avantage de l'aluminium, c'est effectivement son prix. C'est effectivement son prix puisque l'aluminium coûte beaucoup moins cher que le cuivre. Maintenant, dans un câble de section équivalente, il faut qu'on double la section d'un câble aluminium pour passer la même intensité qu'un câble cuivre. C'est-à-dire que, par exemple, sur un 240 aluminium, il faut que un 150 cuivre permet de... Comment dire? On peut passer plus d'intensité dans un câble cuivre que dans un câble aluminium. La même section. Après, au niveau de la résistance mécanique, les câbles aluminium sont beaucoup plus fragiles. Il y a les rayons de courbure sont beaucoup plus grands sur un câble aluminium que sur un câble cuivre. Donc, voilà. C'est les principaux avantages. Maintenant, il est vrai que à part la RATP, je ne connais pas et les sections qu'il y a dans la 1400 au niveau de la distribution dans les bâtiments, niveau 1400, où on utilise du cuivre, mais pas sur des grandes longueurs. Donc ensuite, on a la partie inverseur et ça nous permet de distribuer sur le quai 1 et le quai 2 de la station les différentes tensions dans la station. Donc pour vous présenter un petit peu le projet sur lequel j'ai été missionné au sein de Dextia, donc en tant que maîtrise d'œuvre courant fort et énergie. Donc là, c'est le prolongement de la ligne 14 qui initialement allait de la gare Saint-Lazare d'Olympiade à Saint-Lazare. Il y a un premier tronçon qui a été mis en service il y a quelques années, qui s'appelle MSO, donc c'est jusqu'à Mairie-de-Saint-Ouen, donc la prolongation de Saint-Lazare à Mairie-de-Saint-Ouen. Dans le cadre des JO de 2024, on prolonge les lignes 14 Sud. Donc il y a une partie qui est au nord, qui va de Mairie-de-Saint-Ouen à Saint-Denis-Pleyel.
et un tronçon sud, donc qui va partir d'Olympiade et qui va desservir jusqu'à l'aéroport d'Orly. Donc, il y a 5 nouvelles gares qui vont être créées pour permettre en fait à l'horizon de 2024 de transporter environ 40 000 voyageurs à l'heure de pointe le matin, ce qui représente à peu près une fréquentation d'1 million de voyageurs. C'est à peu près le double de ce qu'on est en train de par rapport à la situation actuelle. Les principales caractéristiques du projet. J'ai une question, Christophe, pardon. Oui. Excuse-moi. Vas-y. J'ai une question très simple. Est-ce que tu penses du coup que ça sera prêt pour les JO, cette ligne? On fait tout pour, en tout cas. On essaye, malgré les aléas qu'on a eus suite au Covid par rapport à des pénuries de matériaux, de fabrication, etc. Mais en tout cas, au niveau énergie, on tient nos jalons et on devrait être prêt, nous en tout cas, pour 2024. Les autres lots, ce n'est pas forcément le cas, mais pour nous, oui. Merci. Voilà. Du coup, il y a une autre question, Christophe, que j'ai projetée. Sur l'éclairage des gares, Jean-Louis demande pourquoi ne pas utiliser de la basse tension depuis la venue des LED et des LED de puissance. Est-ce que ça pourrait amener un gain énergétique global? Alors, pour répondre à tes questions, Jean-Louis, alors je pense que les luminaires qui sont installés aujourd'hui dans les gares au niveau de la basse tension sont majoritairement des LED. En tout cas, dans les postes de redressement que nous on installe au niveau côté énergie, on met des LED. Maintenant, étant donné que je suis plus orienté sur la partie courant fort, je ne peux pas trop te répondre par rapport à ce que la BT dessine. C'est sûrement des coûts, mais je pense que au niveau des prochaines gares qui vont être mises en service, la majorité seront de l'éclairage à LED pour des futures gares, étant donné que c'est quand même beaucoup moins énergivore dessus. Et on a quand même fait pas mal de progrès au niveau des LED, au niveau de l'éclairage. Voilà. Donc les principales gares donc sur la partie sud, donc on a 14,4 km de souterrain, 7 nouvelles gares donc qui seront Maison Blanche, Kremlin Bicêtre Hôpital, Villejuif Institut Gustave Roussy, qui en abrégé donne IGR. On a Chevilly 3 communes, Mine Porte de Thiers, Pont de Rungis et enfin Aéroport d'Orly. À côté de ces 7 gares, on a 12 ouvrages annexes, ce qu'on appelle des OA. Les OA sont des ouvrages qui sont situés entre les stations et qui permettent de faire, on va dire, juste la partie désenfumage et éclairage. Donc, on a des postes force et ils s'occupent que de la partie désenfumage et éclairage au niveau du tunnel. Et à côté de cela, on a entre Pont de Rungis et Aéroport d'Orly, même après Orly, pardon, un site de maintenance et de remisage, c'est ce qu'on appelle le SMR, et qui est situé au SMR, donc juste à côté de l'aéroport d'Orly. Alors, on a vu tout à l'heure un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc là, on a eu le synoptique des gares. Au niveau de ma partie, donc maître d'œuvre, ça se représente avec ce schéma-là. C'est le document d'étude sur lequel on a en fait la représentation synoptique du HTA, donc de la ligne Orly à Pleyel. Donc alors, je ne pense pas qu'on a donc sur l'artère les différentes artères. Donc on crée carrément une nouvelle artère, donc l'artère 52, qui elle va correspondre à la partie Morangis jusqu'à Chevilly 3 communes. Et ensuite, on aura l'artère 51 qui va aller de Jean Prouvé, donc qui est un ouvrage annexe, jusqu'à KBH. Et le tronçon existant qui va se raccorder en fait à Olympiade, qui est l'artère 61, qui est déjà existante. Donc dessus, on voit que pour alimenter le prolongement de la ligne 14, on a
8 nouveaux postes de redressement à créer. On a donc les 2 artères qui sont composées de 16 postes force. On a 7 postes éclairage force et le SMR à alimenter. Et tout ça, donc, depuis que je suis arrivé sur le projet, donc en 2021, avril 2021. Et tout ça, il faut que ça soit prêt pour les JO en 2024. Donc, par rapport à mon travail de maître d'œuvre et de la mission qui m'a été confiée, on part des plans d'équipement et d'aménagement. Donc, sur la réalisation d'un poste de redressement, on fait la totalité du poste, c'est-à-dire qu'on nous livre une boîte vide, donc la réception du génie civil. Donc, c'est juste un local qui est hors d'eau, hors d'air, qu'on réceptionne. Et ensuite, à l'intérieur, on va créer la totalité des équipements du poste de redressement. Donc, ça commence par la partie serrurerie, donc, qui dure en général à peu près 1 mois, sur lequel on a le bloc transport redresseur, la partie des cellules disjoncteurs, lorsque c'est un PR en T, et c'est ça. Petite Alors, question sur de quel logiciel réalises-tu les postes? Alors, c'est pas moi qui réalise, on sous-traite cette partie-là au niveau d'un bureau d'études externe. Donc pour la RATP, ils ont sollicité Vulcain. Et de mémoire, ils utilisent Revit pour réaliser la partie maquette. Donc une fois qu'on a modélisé et réalisé les plans, on les transmet donc à la partie serrurerie. Mon travail en tant que maîtrise d'œuvre, c'est de faire le suivi de travaux, aussi bien, donc d'aller sur site, de vérifier les cotes. J'ai toute la partie administrative, donc toute la partie commande, etc., aux différents titulaires, les réunions à gérer et toute la partie réception, aussi bien travaux que financière au quotidien. Alors, Jean-Louis, pensez-vous que cette extension de ligne tiendra la nouvelle charge imputée aux événements liés au JO? Comment avez-vous estimé simuler cette nouvelle instra? Eh bien, écoute, Jean-Louis, là-dessus, moi, je suis arrivé en cours de projet, donc pour la phase REA. Je sais que ce projet-là a été vu depuis au moins 5 ans en avant. Donc, c'est des études qui ont été simulées au niveau de la RATP. Donc, ils ont ce qu'ils appellent un logiciel qui s'appelle Marcadet, sur lequel ils ont fait les différentes simulations avec le nombre de trains par heure par rapport aux espacements, etc. Et c'est suite à ça que ils ont décidé de créer ces 5 nouvelles stations et les différentes puissances qui sont associées. Je ne pourrais pas t'en dire plus sur le sujet. Donc, une fois qu'on a réussi à faire la serrurerie et qu'on a réceptionné les travaux, on passe ensuite à la partie maçonnerie. La partie maçonnerie, ça correspond en fait à juste remplir les structures métalliques avec du carreau de plane, à faire tout ce qui est partie rechargement aussi au niveau du local. Donc, en règle générale, on a des caniveaux au niveau de la dalle, donc on recharge sur 40 cm de béton. Au niveau du sol. Une fois qu'on a réussi, donc ça c'est pareil, c'est à peu près au niveau délai. On est pareil que la serrurerie, ça dure à peu près 1 mois. Une fois qu'on a réussi qu'on a terminé la maçonnerie, on va passer à la peinture, qui dure idem 1 mois, et sur lequel on peint aussi bien tout ce qui est métallique, donc là aux couleurs d'A14, le violet reconnaissable,
et que toute la partie mur, plafond et mur, sol et plafond. Une fois qu'on a terminé la peinture du local, donc on a un local qui est prêt à être équipé en équipement électrique. Donc c'est là qu'on commence à poser, entre guillemets, au niveau du métier d'électricien. On commence à faire l'équipement électrique, donc à poser tout ce qui est chemin de câble, tout ce qui est tirage de câbles, alors aussi bien niveau câble de commande que des câbles de puissance. On réceptionne les différents équipements qui seront dans le local. Donc la partie cellule HTA, donc en bas à gauche, c'est une cellule qui est alimentée par Enedis, donc par rapport au schéma qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ensuite, on a un joli redresseur sur la photo d'à côté. Ce sont des équipements donc, qu'on a à peu près, on va dire, un mois avant la fin des travaux. Le transformateur, lui, est un transformateur qui fait à peu près 14 tonnes. Donc, il est livré soit par des trémies de livraison lorsque les postes de redressement sont situés au maximum au niveau -1 de la station ou d'un ouvrage annexe. Sur le cas de ce PR-là, c'est un PR qui est en rez de voirie. Il a une voie de roulement et c'est un camion remorque qui vient se glisser sur cette voie de roulement et qui vient décharger en fait le transformateur dans la cellule transfo-redresseur. Donc après, on a toute la partie câblage entre le transformateur et le redresseur. À côté, on a la petite photo sur la partie disjoncteur de voie et disjoncteur général. Donc, c'est des disjoncteurs qui sont réglés. On utilise des gabarits qui sont ensuite vérifiés par la maintenance, réglés aussi informatiquement. Et une fois qu'on a réalisé toute cette partie, on va dire, électrique et équipement, donc ça dure à peu près environ 3 mois, si le titulaire respecte ses engagements et qu'on a tout le matériel. Derrière tout ça, on a toute la partie essai. Donc, après 3 mois d'équipement, on a à peu près, on va dire, 1 mois d'essai. Il y a 3 types d'essais sur les postes de redressement. On a les essais dits électriques qui permettent en fait de vérifier qu'il n'y a aucune fuite de courant et que tout est bien isolé. On a les essais fonctionnels. Donc là, on teste, on a un cahier d'essai qui comprend à peu près 80 pages sur lesquelles on va vérifier le fonctionnel du poste, que le programme qui est rentré dans l'armoire de supervision, qu'on voit entre guillemets sur l'IHM en bas à droite du poste, que en fermant les différents interrupteurs, en faisant les différentes... tout ça, ça fonctionne correctement. Et en plus de ça, on a toute la partie en fait qui s'interface avec le SAET, le système informatique, les télécoms, pour vérifier que au niveau du PCE, on arrive à commander à distance le poste de redressement, que toutes les avaries qu'on peut détecter soient bien remontées et que le poste fonctionne correctement. Donc, le poste qu'on voit là, j'ai fait la nuit, donc c'était la nuit dernière, donc la nuit de jeudi à vendredi, sur lequel on a mis en service ce poste, c'est l'ouvrage Maurice Bellonte, qui est aujourd'hui alimenté. Donc voilà. Merci, au revoir.